Hello, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que ça va? Parce que moi, je suis pas sûr d'aller bien après le week-end évidemment compliqué que nous ont offert nos pilotes français, notamment en Formule 2. Mais non, non, sinon évidemment, et en dehors de ça, ça va très bien. Surtout que voilà, comme je l'ai dit, tout n'est pas à jeter. Mais c'est vrai que bah, on s'attendait à plus, on s'attendait à beaucoup plus. C'est d'ailleurs intéressant de voir l'évolution de mon visage, de la joie, de mon humeur entre le live de vendredi sur la qualif, le début de live avant la course principale et la fin de live après la course principale. Et c'était un peu moins la joie à la fin du live qu'au début. Peut-être que du coup c'est en partie un petit peu lié au fait que Victor Martins menait la course et est parti tout seul à la faute. C'était extrêmement, extrêmement dommage. Mais écoutez, on se relève et lui aussi, il se relèvera encore plus fort de ça. Il apprendra évidemment. Tout était ok jusqu'au tour 18, ouais. Pour Victor, puisque pour Théo, malheureusement, la course entière était compliquée. Comme on l'a dit hier, malheureusement, il avait l'air d'être en manque de confiance totale, hein. Il freinait beaucoup plus tôt que tout le monde sur le premier virage, là où il s'était craché la veille, où il avait fait une erreur assez invraisemblable, lors de la course sprint. Donc c'est vrai que le week-end a été compliqué. Il avait commencé très très fort. Il avait commencé très très fort avec la pole de Victor Martins, avec plus de 7 dixièmes d'avance. Et voilà. On va commencer un peu. J'ai comme d'habitude préparé un petit ouais, un diapo des familles, exactement. Théo, tout était ok avant les médiums. Ouais, enfin, et ok. Je sais pas si on peut dire ok. C'était pas catastrophique. C'est vrai, c'était pas catastrophique et c'est après que c'est devenu catastrophique. Mais non, enfin, ça faisait pas rêver quoi. Il était septième, huitième. Il y avait pas non plus, voilà, il y avait pas de remontée folle. Mais en tout cas, voilà, c'est surtout c'est ça l'image marquante. Malheureusement, je pense de ce week-end et surtout ça tranche tellement avec le débrief précédent quand on parlait de après Bahreïn où on pensait que voilà, Théo Pourchère avait résolu tous ses problèmes et que voilà, c'était devenu le pilote qu'attendait Alfa Romeo, qu'attendait Sauber pour pouvoir le placer en F1 en 2024. Et bien 2 semaines plus tard, on n'en est plus vraiment au même point malheureusement. Il a fait un week-end, il a fait l'un des pires week-ends de sa carrière qui est même globalement assez assimilable à ce qu'il avait fait à Zandvoort en 2022. C'est dommage, mais après, depuis le début du week-end, dès les essais libres, il disait qu'il était en manque de confiance avec la voiture. Malgré ça, il arrive à claquer le troisième temps, et puis il essaye, voilà, voilà, il en a trop fait, il en a trop fait. On en reparlera un peu plus tard durant le live quand on parlera plus spécifiquement du week-end de Théo, mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire et voilà, le contraste entre Bahreïn et Jeddah est absolument ahurissant et j'espère que nos Français vont vite passer à autre chose. Mais avant ça, on va faire un petit point sur le championnat. Car malgré ça, malgré les problèmes, malgré les soucis pour nos Français, eh ben, Théo Pourchaire est quand même deuxième au championnat. Et il a un point du leader qui n'est autre que Ralph Boschung, le pilote suisse qui s'approche de la splendide barre des 100 départs en Formule 2. Ralph Boschung, eh bien, il est en tête du championnat. Il a commencé la F2 en même temps que Charles Leclerc et il est là, toujours là, il est fidèle au poste. Et il mène le championnat. Alors évidemment, pour lui aussi a vécu un week-end assez compliqué. Il a un peu limité la casse en course sprint, mais en course principale, on l'a pas vu. Il était totalement transparent. Un peu d'ailleurs comme son équipe, même si Kouchmeni a aussi fait des belles choses. Et on a un peu plus vu Kouchmeni le dimanche quand même. Il était plus proche des points, même si ça l'a pas fait pour le pilote indien. Mais c'est vrai que Boschung, on l'a pas vu. Théo Pourchaire, malheureusement, bah on l'a pas vu le dimanche et on l'a vu le samedi alors qu'on ne voulait pas spécialement le voir. Voilà. Ensuite, on a Ayumu Iwasa. Ça, je vais en parler. J'ai vraiment envie de parler d'Ayumu Iwasa puisqu'il est troisième et il a marqué des points à toutes les courses. Et l'air de rien, eh ben, c'est le seul pilote qui a fait ça. C'est le seul pilote, Ayumu Iwasa, qui a marqué des points à chaque course. Il n'y a eu que 4 courses. Donc, il n'y a eu que 4 courses et pourtant c'est déjà le seul pilote à avoir marqué des points. C'est dire à quel point la régularité sera
importante dans ce championnat. Si un pilote arrive à être régulier comme Iwasa le fait, il sera en bataille pour le titre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est déjà troisième, à 2 points du leader. Et même s'il n'a pas été flamboyant vraiment, que ce soit à Bahreïn, que ce soit à Jeddah, bah il était là, il a marqué les gros points et voilà, ça fait de lui le troisième au championnat. Ensuite, on a Frédéric Vesti qui a enfin lancé sa saison, Jehan Daruvala qui a fait un très bon week-end, pas flamboyant non plus, mais bah c'est efficace, un double podium. Puis ensuite, on a Douane, Auger, Verschoor, Kouchmeini et notre Français Victor Martins qui complète le top 10. On a un commentaire sur c'est dommage ce week-end pour Théo car lorsque les rookies comme Maloney, Berman, Martins comprendront mieux les pneus, il ne pourra plus attraper le gros point aussi facilement. Bah ouais, c'est ça. Le problème, c'est que les rookies vont progresser au fil de l'année. Déjà, c'était assez inquiétant. En tout cas, c'est assez inquiétant pour les redoublants que Victor Martins et Oliver Berman aient verrouillé la première ligne dès le deuxième round de la saison. Donc oui, il va... Voilà, Théo doit surtout marquer le plus de points possible dès le début de saison, car c'est vrai que l'écart va se resserrer, c'est logique, avec plus d'expérience, on devient plus fort, on devient plus rapide, et on devient plus constant. Les erreurs, par exemple, qu'ont fait Victor Martins, Oli Berman, sont tout à fait compréhensibles, car c'est des rookies, et évidemment, ils ont à apprendre, mais c'est logique d'attendre d'eux que au fil de l'année, il y ait moins en moins d'erreurs. Voilà. Berman aussi faisait des erreurs grotesques en début d'année 2022 en F3, et au final, bah, il était quasiment inarrêtable sur la fin d'année. Martins, pareil, tous les pilotes ont commencé comme ça, donc c'est logique, et c'est vrai que voilà, Pourchaire et tous les autres pilotes redoublants doivent marquer des points rapidement. En même temps, à part Martins, personne n'a vraiment été flamboyant. Bah ouais. Je suis d'accord. En fait, il y avait, comme je l'avais dit sur Twitter, les pilotes qui ont été vraiment en forme à Bahreïn ont été un peu nulle part à Jeddah. Et les pilotes qui étaient nulle part à Jeddah ont marqué des gros points, en tout cas à Jeddah. Donc c'est pour ça que c'est encore plus rageant pour Victor Martins, puisque il a été performant sur les 2 week-ends. Comme le montre d'ailleurs ses 2 podiums en course sprint, comme le montre sa pole position, son meilleur tour en course sprint. Donc c'est vrai qu'en fait, c'est ultra frustrant, car vraiment, Victor Martins, à 2-3 détails près, tu te dis, bah, il pourrait mener le championnat, et même avec une certaine marge. Après Jeddah, c'est particulier comme circuit aussi, oui, non, mais Jeddah, c'est un circuit qui peut être vraiment compliqué pour les rookies, hein. Je l'avais dit lors de ma preview jeudi dernier. C'est logique, c'est un circuit ultra physique, ultra rapide, ultra technique, c'est extrêmement compliqué pour les rookies. Donc, oui, évidemment, les erreurs de Martins, de Berman, de pilote rookie, je les excuse totalement. Il n'y a pas de. C'est normal, ça peut arriver, quoi. Mais donc voilà, Martins, c'est frustrant, malheureusement, qu'il soit seulement 10ème, car vraiment, il pourrait être beaucoup plus proche de la tête, et même en tête du championnat, hein. Vraiment, s'il avait marqué ses 25 points, ou même s'il avait marqué 10-15 points à Bahreïn, voilà. Ça fait déjà pas mal de dizaines de points déjà qui sont envolés pour Victor Martins. C'est pas catastrophique, hein, puisque voilà, il est 10ème au championnat, il est à 16 points, du leader Ralph Boschung. Et il n'y a pas beaucoup de circuits normaux en F2. C'est vrai que Jeddah, en fait, n'est pas tellement une exception, vu qu'on va avoir beaucoup d'autres circuits urbains comme voilà Bakou, Monaco. Alors après c'est différents types de circuits, mais c'est vrai qu'il y a énormément de circuits urbains en F2, et quelque part j'ai envie de dire c'est tant mieux. C'est bien qu'il n'y ait pas que des circuits normaux, puisque les circuits normaux en soi, les pilotes les ont déjà appréhendés quand ils étaient en F4, quand ils étaient en Freca, quand ils étaient en F3 même. Donc c'est bien de découvrir de nouveaux types de circuits, surtout les circuits urbains qui sont de plus en plus présents dans la F1 moderne. Ça me paraît, je trouve ça bien, je trouve ça sain en tout cas que le calendrier de la F2 aille plus sur des calendriers urbains, puisque l'idéal, en tout cas la finalité de la F2, c'est de préparer les pilotes à la F1. Donc je suis assez d'accord en tout cas avec cette orientation du calendrier de la F2. Ensuite, on a Zayn Maloney, qu'on n'a pas vraiment vu ce week-end malheureusement. Merci Nordisk Norvège pour le follow. Ensuite, on a Arthur Leclerc qui a bien sauvé son week-end. C'était mal parti, mais qui a bien sauvé son week-end. Puis ensuite, on a Enzo Fittipaldi
Notre Français, Isaac Adjar, Juan Manuel Correa, Oliver Berman, seulement un petit point. On va y revenir aussi un peu plus tard, mais Berman, un petit point, alors que voilà, il partait deuxième. C'est compliqué. Jack Crawford aussi, début de saison très compliqué. Ensuite, on a Nissany, Clément Novalak. Va bientôt falloir ouvrir un dossier sur Clément Novalak, puisque là, le début de saison est compliqué. Ensuite, il est juste devant son coéquipier quand même, Roman Stanek. Puis ensuite, on a la dernière ligne habituelle, nos deux clowns de sortie, Amaury Cordil et Brad Benavides. On va passer un peu plus rapidement sur le championnat équipe, mais du coup, c'est toujours Campos qui est en tête, puisque toutes les équipes qui ont marqué des gros points ce week-end n'en ont pas marqué globalement à Bahreïn il y a 2 semaines. Donc Campos mène toujours le championnat devant ART. Et on voit surtout devant ART le nombre d'abandons. Il y a 3 abandons sur 8 résultats. C'est dommage. Enfin, vraiment, c'est. Il y a un manque de réalisme. Il y a un manque de réalisme, malheureusement, et c'est vraiment pas lié à l'équipe, clairement pas. Vu que malheureusement, c'est des fautes des pilotes, ou alors des pilotes ont été impliqués dans des accrochages qui n'étaient pas de leur faute. Mais on voit pas ce nombre d'abandons dans les autres équipes, malheureusement. Donc, qui est le plus déçu aujourd'hui entre Pourchère, Martins, Berman et Maloney? C'est. Bah, j'ai quand même envie de dire Pourchère, puisque Martins, Berman et Maloney, le fait qu'ils soient rookie, je pense qu'il. Enfin, c'est plus excusable. Alors que, ouais, pour Pourchère, c'est plus compliqué, j'ai envie de dire. C'est moins excusable. Voilà. Mais. Après, oui, Pourchère est quand même toujours très bien placé au championnat. Donc bon. Ensuite, on a Dams qui a fait. Qui est comme Iwasa, comme Arthur Leclerc d'ailleurs. Voilà, ils sont solides, ils sont réguliers. Donc vraiment, j'apprécie beaucoup en tout cas ce que fait Dams sur le début d'année. Ensuite, on a MP Prema qui s'est enfin réveillé de sa torpeur à Bahreïn. On a Rodin Carlin, Virtuosi, Van Amersfoort, Hightech qui est totalement porté par Isaac Adjar qui a marqué la totalité des points de son équipe. Et puis ensuite, on a PHM by Charouz et Trident qui n'ont pour l'instant que 0 points. Dams et Campos dans le top 3, c'est le jeu de Cosmasters. Bah, c'est vrai que. Non, mais en vrai, c'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant, j'aime bien de voir de voir des équipes historiques. Enfin, vraiment, Dams, Campos, c'est vraiment des équipes vraiment historiques qui ont gagné plein de titres. Et bah, les revoir devant. J'ai plus confiance en Dams sur la longueur de la saison quand même. Campos, je pense que ça va quand même se tasser. Mais c'est assez sympathique. Ah, c'est vrai que Berman, ouais, pour en revenir au pilote le plus déçu, Berman, il se prend pour cher dans la tronche alors qu'il a rien demandé. C'est vrai, mais ça c'était à la course sprint où il y avait moins de points en jeu, où il était à peu près, il était aux alentours de la 5ème place. Euh, Alors que la course principale, il mène la course quand même, faut pas l'oublier, il mène la course, il se fait dépasser par Martins, et puis ensuite il se fait avoir un peu comme un bleu par son coéquipier Vesti. Euh, et puis au final il fait un tête à queue, il finit 10ème, il marque un seul point. C'est vrai que, enfin Berman il a perdu beaucoup quand même sur la course principale surtout. Tiens, Campos a pas déjà marqué plus de points que l'an dernier, nous demande Nitram Nitrin. C'est une très bonne question. Écoute, je vais essayer d'aller voir ça. Euh, c'est pas impossible. Déjà l'an dernier ils avaient Oli Caldwell, donc à partir de là ça fait un pilote en moins. Ils avaient qui d'autre à côté? Campos, ils avaient qui? Zut. Ah oui, ils avaient déjà Bochung, je suis bête. Bochung, mais Bochung qui a été absent pendant pas mal de temps durant l'année. Bah, attends, on va voir ça. Campos dernière. Campos dernière avec 67 points. Donc non. Campos dernière avec 167 points. Donc non. Il y a encore des choses à faire pour Campos avant de déjà battre leur record de points, enfin leur nombre de points de l'an dernier. Adjar chez Hightech, c'est les mêmes ingés qu'en F3 l'année dernière. Il l'a dit sur le site officiel de la F2 et c'est une différence avec ART. Je sais pas. Je suis pas. Enfin, en tout cas, je suis pas convaincu que ça soit une bonne chose. Puisque, alors oui, pour l'osmose entre Adjar et ses ingénieurs, c'est intéressant, c'est sûr. Et c'est vrai que du coup, le feedback en F3 marchait de folie, donc évidemment, ça va. Nope, son ingénieur s'occupe de Mini. Ouais, ok. Oui, donc voilà, c'est toujours les ingénieurs de. Enfin, il n'y a pas eu de changement d'ingénieur.
Puisque, enfin, pour moi, je suis plus d'accord de la manière la manière voulue par Théo, je crois. Ouais, non, je commence à me perdre, je commence à confondre les pilotes là. Mais justement, Théo Pourchard, il avait voulu changer d'équipe pour justement être avec des ingénieurs, en tout cas qui étaient, comment dire, je perds mes mots, des ingénieurs expérimentés, des ingénieurs avec qui il n'avait pas forcément travaillé avant, enfin, il n'avait pas forcément travaillé avant avec eux en Formule 2. Et donc c'est pour ça ça lui avait donné un nouveau souffle, en tout cas à Bahreïn. Euh, il y a une petite discussion dans le chat sur voilà, est-ce que quels ingénieurs a Hadjar chez Hightech. J'avoue ne pas savoir. Mais ça m'étonnerait quand même que Hightech ait changé totalement, enfin ait changé d'ingénieur, puisque ça pourrait expliquer leur difficulté du début de saison en tout cas, mais je ne pense pas que ça soit le cas. Hop. Alors, on va commencer maintenant les choses sérieuses. On a vu les classements, on a vu. Oui, bah oui, il suffit d'entendre la radio de Mini. Oui, c'est vrai, c'est totalement le même ingénieur que l'an dernier, du coup. Oui, c'est vrai. Bon, bah, je pense que affaire réglée, du coup. Alors, ils ont des voix extrêmement similaires. Du coup, voilà, Christophe Perrin, le nom de l'ingénieur enfin, l'ancien ingénieur de Gabriel Emini, et l'ancien ingénieur d'Isaac Hadjar, l'actuel de Gabriel Emini. Bon, on passe maintenant aux choses sérieuses. Théo Pourchère. Voilà, je pense que j'ai tout mis sur la diapo. C'est dommage, et surtout je m'attendais vraiment pas à ça. J'avais prévenu que ça allait être un week-end forcément un peu compliqué car il a beaucoup de mauvais souvenirs liés à ce circuit. On se souvient du crash au départ, enfin des crashs même en 2021 sur 2 courses. En 2022 aussi les multiples casses mécaniques et le crash en essai libre. Là, malheureusement, course sprint, une erreur, enfin, en voulant dépasser son coéquipier, et puis il fait un dive bomb pas possible sur Oli Berman. C'est une erreur vraiment grossière, et enfin, c'est extrêmement rare de voir Théo faire des erreurs pareilles, et surtout impliquer un autre pilote dans son erreur. J'ai pas beaucoup de souvenirs de ça, et en plus, oui, ce qui fait mal, c'est que Zou bat Bottas ce week-end. Donc, ouais, d'ailleurs Bottas qu'on a vraiment pas vu du week-end, à la fois en qualif et surtout en course. J'ai pas trop suivi ce qui s'était passé au niveau d'Alfa Romeo. Mais du coup, c'est vrai que là, j'ai envie de dire un partout, puisque Bottas avait battu Zhou à Bahreïn et Pourchard avait fait un week-end de fou à Bahreïn. Mais non, c'est pas un partout, puisque en fait, Pourchard il a peu de droit à l'erreur sur cette année. Il est censé être un peu, il devait être inhumain, montrer vraiment écraser le field de Formule 2. Et là, il a montré qu'il était un peu comme les autres pilotes et qu'il était humain, qu'il était faillible. Ce qui est normal, mais malheureusement, c'est pas ça qui est attendu de lui. Il y a des attentes extrêmement hautes autour de lui, à raison. Et je pense totalement qu'il a le potentiel pour devenir un très grand pilote. Malheureusement, ce week-end, ça a été très 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 compliqué. Et surtout, après son erreur à la course sprint, j'avais l'espoir qu'il se remobilise lors de la course principale et qu'il aille même gratter un podium en partant de la 8ème place. Tout était possible, hein. Tout était possible. Quand on voit surtout d'ailleurs que les deux premiers ont fini en dehors du top 9, il y avait quelque chose à faire. Malheureusement, ça a fini 13ème. Ça se battait avec Roy Nissany, même avec Roman Stanek, avec des pilotes qui n'ont marqué aucun point et qui n'en marqueront a priori pas beaucoup. Donc voilà, Théo Pourchard maintenant, faut tourner la page, faut oublier ce week-end, directement passer à autre chose. Il va découvrir un nouveau circuit, il va repartir d'une feuille blanche. Mais c'est vrai que c'est dommage puisqu'on on sait que la ART elle a le rythme et de ne pas capitaliser et de voir déjà tous les autres favoris se relancer au titre et se rapprocher de lui au championnat, c'est dommage. Après la saison est encore longue, il y a beaucoup de choses, à faire, mais c'est vrai que c'est une erreur. J'ai envie de dire peut-être qu'il a grillé son joker déjà et que s'il y a un deuxième week-end comme ça, c'est mort pour la F1. Je pense on peut déjà le dire. Mais c'est vrai qu'en plus, enfin, dans le paddock, c'est vrai que ça n'a accrocher un autre pilote comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça donne une mauvaise réputation. On a vu les critiques de Jack Doohan à la radio, celle d'Oli Berman, même alors Victor Martins qui a dit en quelque sorte que certains pilotes devaient se calmer en faisant référence à Théo Pourchère. Enfin,
Voilà, ça lui met une pression en plus alors qu'il a déjà énormément de pression et il avait pas, il avait pas besoin. C'est facile à dire, hein, il avait pas besoin. C'est ultra condescendant, mais malheureusement ça met déjà Théo Pourchaire dos au mur alors qu'il est deuxième au championnat, alors qu'il a explosé tout le monde à Bahreïn. Ça le met déjà dos au mur dans la course pour un baquet F1 chez Alfa Romeo. Donc attention Théo. Ensuite, on passe à Victor Martins. Ça, c'est le week-end le plus contrasté. Le plus contrasté. J'avais même déjà prévu un fil Twitter sur lui. J'avais prévu un fil Twitter pour que j'allais potentiellement publier si jamais il concluait son bon week-end. Malheureusement, ce thread ne sortira pas ou sortira plus tard. Mais voilà, Victor Martins qui a été vraiment bluffant sur un circuit qu'il découvrait. Alors oui, en course principale, il y a cette erreur bête, enfin cette erreur de pilotage toute simple, hein, qui est en tête à queue dans le premier secteur, alors c'est le premier secteur justement où il mettait des pilules à tout le monde, où il mettait 3-4 dixièmes vraiment à tout le monde, c'était son secteur de prédilection. Et là malheureusement, sous pression de Frédéric Vesti pour la tête, il fait cette erreur. Erreur qui arrive, erreur dont il est très peu coutumier, hein. Enfin il y a quand même très très peu d'erreurs de Victor Martins normalement de manière générale. Les dernières vraiment dont je peux me souvenir, c'est un peu en 2021 où il avait eu un gros passage à vide au niveau en Formule 3 en Autriche, en Hongrie, où il était nulle part. Et c'est un peu les seuls souvenirs que j'ai de lui, où il était pas là, où il était vraiment pas dans le rythme. Mais sinon, en dehors de ça, en dehors de cette erreur, il y a énormément de positifs. Déjà, il y a peut-être un ascendant psychologique pris sur son coéquipier. Ça, c'est déjà énorme. Alors qu'il est rookie, il a claqué une pole gigantesque. Il a fait une remontée fantastique en course sprint. Il n'est pas passé loin de la victoire, c'est dommage. Avec le meilleur tour en tout, etc. Après, Vesti était très rapide derrière, donc même sans sa faute, je pense qu'il se serait fait doubler. Perso, je crois pas. Enfin, après, on peut pas refaire la course, hein. On sait pas comment la course aurait terminé au niveau de la gestion des pneus. Peut-être que Victor avait mieux géré, qu'il aurait eu, peut-être qu'il aurait pu plus pousser. Victor Martins, il aurait pu plus pousser en fin de course, mais malheureusement, on ne le saura jamais. Donc, énorme goût d'inachevé. Et oui, il est totalement dans le jeu au championnat malgré 2 abandons. C'est ça en fait, malheureusement, c'est irrégulier. Pour moi, Victor Martin, c'est l'inverse de l'irrégularité en règle générale. Mais là, malheureusement, c'est un podium, un abandon, un podium, un abandon. Le bon point pour Martin, c'est qu'il devient la nouvelle coqueluche des fans français au détriment de Pourchaire. En tout cas, j'en ai l'impression. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose? J'avais déjà fait un thread à l'époque sur à quel point la hype autour de certains pilotes pouvait être bénéfique évidemment, et pouvait être aussi un peu dangereuse. Et on sait que parfois Twitter, enfin parfois, beaucoup, très souvent, Twitter c'est énormément d'excès. Et c'est vrai qu'après le podium, après le splendide podium de Victor Martins, c'était Pourchaire poubelle et Martins nouveau GOAT, il faut le mettre tout de suite en F1. Enfin voilà, il y a extrêmement peu de mesures évidemment sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'au moins c'est bien pour lui d'avoir un peu de reconnaissance. Après, je pense que c'est aussi lié au partenariat avec Off-Track, avec Hydro, etc. C'est bien déjà qu'il soit un peu plus reconnu à sa juste valeur. Pour Martin, j'ai un peu le même sentiment qu'avec les résultats de Vips. Non, c'est pas comparable. Vips, il est irrégulier par nature. C'est son, enfin, il est irrégulier et surtout Vips. Je ne parle pas des propos qu'il a dit sur Twitch, mais enfin, Vips surtout, voilà, il a pas du tout la même histoire en tout cas que Victor Martins. Je m'en veux vraiment J'avais vraiment envie de publier ce thread sur Victor Martins, où vraiment Victor Martins a une histoire très particulière et les résultats qu'il a eu durant toute sa carrière depuis la F4, depuis la Formule Renault même, c'est vraiment la régularité, c'est le symbole même de la régularité. Donc je vais pas juger Victor Martins sur 4 courses, surtout que c'est un rookie, il découvre la voiture, alors que Vips par exemple, toutes ces frasques, tous ces accidents, c'était à sa deuxième saison et demie même, deuxième, troisième saison. Donc voilà, Victor Martins pour moi c'est vraiment pas comparable.
On pourra voir au fil de la saison, mais je suis persuadé que Martins va trouver un niveau plancher et qu'il va trouver cette régularité. Voilà, malheureusement, Jeddah n'a pas pardonné. La moindre erreur se paye cash et il en a fait les frais. Il apprend beaucoup de ses erreurs, souvent, Victor Martins. Donc je n'ai j'ai aucun doute. Je sais qu'il va apprendre de ça, qu'il va progresser et qu'il va revenir plus fort en Australie. En plus, en Australie, alors j'entame déjà un peu ce que je vais dire sur Isaac Adjar, qui vient juste après dans mon diapo, mais en Australie, les redoublants vont perdre tout leur avantage, donc les rookies et Victor Martins, du coup, ont une énorme carte à jouer. Et voilà. Après, voilà, le fait que Martin soit performant à Jeddah, ça me donne de l'espoir. Il peut être performant partout, j'ai envie de croire. Donc voilà, énormément de confiance pour Victor Martins pour le reste de la saison. Mais c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de dizaines de points qui se sont envolés pour lui. En attendant, il est 10e, il est à 16 points de la tête du championnat. Voilà, rien n'est fait, il est totalement dans le match pour le titre. Et ensuite, on va passer, s'il n'y a pas de soucis, si personne ne veut parler de Pourchère, de Martins, on va passer à notre troisième français, Isaac Adjar, dont personne ne parle globalement. Personne ne parle d'Isaac Adjar. C'était lui l'idole des fans français sur Twitter fin 2022. À raison en tout cas, puisque voilà, il y a eu des performances absolument exceptionnelles en F3 dans une équipe de milieu de tableau globalement. Et il a joué le titre jusqu'au bout. C'était oui, le fameux Renaud Kadjar, le pilote Red Bull. Du coup, Isaac Adjar. Il fait pas beaucoup parler de lui, c'est clair. Et encore une fois, malheureusement, comme à Bahreïn, il a été malchanceux en qualification. Alors, ça peut être un mix de malchance et aussi de rythme, tout simplement. Car malheureusement, il s'était lancé pour les deux courses de la 19e position. Et en partant de la 19e position, pour remonter, pour marquer des points en course, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment. Malheureusement, lors des qualifications, il a été un peu handicapé par le drapeau rouge qui a été provoqué en fin de séance par Arthur Leclerc. Ça a piégé plusieurs pilotes comme Denis Sauger notamment. Mais Isaac Adjar n'était pas non plus en train de faire la pole. Je pense qu'il aurait été capable de jouer le top 10. Comme il l'a montré aux essais libres. Alors non, d'ailleurs il n'a même pas pu le montrer aux essais libres, puisque là encore, il allait faire un temps qui allait le placer environ 5, 6e, 7e. Et malheureusement, il y a eu un drapeau rouge en fin de séance provoqué par Amaury Cordil. Donc malheureusement, il n'a jamais pu prouver qu'il pouvait jouer le top 10 sur le rythme pur, en rythme qualif en un tour. Mais Isaac Adjar, ensuite, il a fait des grosses remontées. D'abord en course sprint, il est remonté jusqu'à la 12e place. Et en course principale, à la faveur d'une stratégie décalée, c'est vrai, il a été solide, il a été très bon, il a fini 9e. Il y avait un petit truc que j'avais envie de noter quand même, son premier relais en pneus, du coup c'était les pneus médium, du coup. Lui il est parti en pneu médium, il a fini en pneu tendre, c'est pour ça qu'il a pu rentrer dans les points en toute fin de course. Son premier relais n'était pas si bon. On a eu l'explication a priori sur Instagram, c'est que Isaac Adjar avait eu des dégâts sur sa voiture qui l'ont empêché vraiment de suivre le rythme de Richard Verschoor, d'Arthur Leclerc. Donc il a été un peu handicapé par ça, et malgré ça, il arrive à emmener sa voiture dans les points et à marquer tous les points de son équipe. Et oui, voilà, l'essentiel c'est qu'il soit devant Crawford, exactement, car Adjar et Crawford, ils sont tous les deux rookies dans la même équipe, dans le même junior team, dans le Red Bull Junior Team. Donc Crawford, c'est le point de référence. C'est le point de référence principal. Et surtout, Jack Crawford a fait un week-end qui peut lui faire beaucoup de mal. Car il avait eu de la chance en qualification. Il a fait partie il y a eu des pilotes malchanceux en qualification comme Isaac. Il y a eu des pilotes chanceux comme Jack Crawford qui a arraché la 10e place et qui lui a offert la pole pour la course à grille inversée. Et malheureusement, Jack Crawford n'avait pas du tout le rythme. C'était même assez triste à voir, hein. Même en tant que fan d'Isaac, c'était triste de voir la high-tech totalement dégringolée, et au final, il n'a pas pu marquer un seul point. Il s'est fait passer sur la ligne par Denis Sauger, sur la ligne d'arrivée, pour finir 9e, hors des points en course sprint.
Et course principale, on l'a vraiment pas vu, mais bah ouais, c'est catastrophique. J'ai du mal à trouver des excuses pour Jack Crawford. Euh, on me rappelle quand même qu'il est très jeune, il a même pas encore 18 ans quand même. Il est très jeune, mais c'est vrai que là, ça fait pas rêver. Surtout, ça, en fait, le problème c'est que ça ne fait pas rêver, surtout après, c'est globalement ces 2 saisons précédentes où il a jamais fait rêver. En fait, la dernière fois que Jack Crawford a été impressionnant, c'était en F4. Et la F4, à l'époque, c'était donc du coup la F4, F4 allemande, F4 italienne. Bah, ça commence à dater, l'air de rien, ça commence à dater. Et puis oui, j'avais totalement oublié la Formule régionale Moyen-Orient cet hiver. C'était une catastrophe industrielle. C'était une catastrophe. Donc voilà, Jack Crawford va vite falloir se remobiliser. Mais voilà, Isaac Hadjar, il a fait un bon week-end avec les moyens du bord, j'ai envie de dire. J'aurais bien aimé voir quand même un peu plus, du coup, sans les dégâts dont il parle sur Instagram, de voir le vrai rythme, puisque si avec les dégâts il arrive à faire 9ème en partant 19ème, bah, je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est pour ça que, comme Victor Martins, j'ai vraiment envie de voir Isaac en Australie, à Melbourne dans 2 semaines, dans un peu moins de 2 semaines maintenant en soi, où là, voilà, tous les équipes vont partir à zéro, donc Hightech, ils vont partir au même point que ART, au même point que Prema, que toutes les autres équipes. Donc voilà, tout le monde va partir à zéro. Il y aura certes voilà, les données du simulateur, mais ça, les simulateurs, tout le monde en a. Donc voilà, Isaac Hadjar, je pense que déjà, il a marqué quelques points à Bahreïn, à Jeddah, donc c'est bien pour pas non plus être trop décroché des pilotes de devant. Maintenant, j'aimerais vraiment qu'il lance vraiment sa saison à Melbourne. On verra ce que ça donne, évidemment. Peut-être que la high-tech ne comprendra absolument pas, peut-être que tout le monde sera, peut-être que toute l'équipe sera à la rue et tout, et que lui aussi, on ne sait pas. Mais j'espère vraiment que sa saison peut être vraiment définitivement lancée. En tout cas, pour l'instant, c'est assez prometteur, en tout cas, je trouve. Mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment envie de défendre Isaac, hein, puisque clairement sur Twitter, il y a des gens évidemment qui n'ont peut-être pas le recul en tout cas, qui disaient que Isaac, on le voit pas du tout cette année, pourquoi il est 19ème, machin. C'est trop facile de le défoncer comme ça. Hein, milieu de saison, il échange son bac avec Fittipaldi. Moi je dis, si seulement. Enfin, ouais. Je sais pas. Alors Fittipaldi déjà qui a fait un bon week-end, hein, qui a fait un bon week-end, qui a fait une bonne course principale. C'était pas si mauvais. D'ailleurs, il a vraiment bien dominé Zen Maloney du début jusqu'à la fin. Mais même, j'ai pas envie de voir franchement Isaac quitter Hightech, puisque je me dis que s'il arrive vraiment à faire triompher Hightech, c'est le baquet AlphaTauri direct. Hein. Alors, ce sera peut-être en un an, ce sera peut-être en 2 ans, peut-être plus, j'espère pas, mais enfin, s'il peut gagner le plus vite possible, ça m'arrangerait. Mais je pense que Isaac lui-même et Red Bull aussi, ils veulent triompher, ils veulent voir triompher Isaac avec Hightech. En tout cas, c'est là où il est à l'aise, c'est là où il arrive à construire, il arrive à fédérer une équipe autour de lui. Donc, j'espère en tout cas que le projet va performer. Et donc, bah, on peut espérer des Melbourne dans 2 semaines. Et ensuite, moi j'ai envie de parler de mon petit coup de cœur, mon petit coup de cœur déjà de la saison dernière, mais de ce week-end. Karayumu Iwasa, on n'en a peut-être pas parlé, c'est peut-être pas super impressionnant, mais ça a marqué 22 points. Ça a marqué une victoire et une 4ème place en course principale. Ça a marqué des très gros points, c'est 3ème au championnat. On parle pas forcément beaucoup de lui, mais il est constant. Et c'est le seul pilote constant, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans le live, c'est le seul pilote qui a marqué des points à toutes les courses, et alors qu'il n'y a eu que 4 courses. Enfin, je sais pas, ça paraît fou qu'il n'y ait aucun autre pilote qui ait réussi à marquer des points à toutes les courses. Et oui, en plus, il a été très solide lors de la course sprint pour résister à Victor Martins. La Dams avait l'air d'avoir une bonne vitesse en ligne droite, puisqu'ils avaient Iwasa avait aussi résisté à la MP de Daruvala juste avant. Non, clairement, c'est très très bon, c'est très solide, et je pense que chez Red Bull, il doit y avoir une hiérarchie qui doit être en train de se créer, en tout cas dans l'esprit d'Helmut Marko, c'est que Denis Sauger n'est pas le pilote numéro 1 de Red Bull, enfin, numéro 1 de Red Bull en F2, c'est Iwasa, clairement, enfin, il est rapide, il est constant, il est propre, en tout cas, il a pas fait d'erreur, justement, ce qu'on lui reprochait l'an dernier, c'était qu'il faisait des erreurs, qu'il était parfois irrégulier.
Pour l'instant, c'est très bon. Maintenant, c'est que 2 manches après, hein. C'est que c'est que 2 week-ends. Mais en tout cas, c'est très bon et il se place très bien pour le baquet AlphaTauri. Alors du coup, après, je sais pas c'est quel baquet AlphaTauri. C'est Tsunoda ou De Vries, mais en tout cas, De Vries, on attend qu'il performe, puisque pour l'instant, c'est... Enfin, je sais pas, on le voit pas vraiment. On voit pas vraiment, alors que Tsunoda fait un début de saison plutôt correct. Iwasa après Bahreïn, je l'avais enterré devant le rythme de Leclerc. Ouais, bah. C'est vrai que Iwasa avait été un peu menacé par Leclerc. Iwasa, il avait été menacé par Leclerc à Bahreïn. Mais là, malheureusement, Arthur Leclerc. Arthur Leclerc, il a limité la casse. Il a limité la casse. Il a fait des petites erreurs. Malheureusement, il a encore fait ces petites erreurs qu'on a vues à Bahreïn, qu'on a vues en F3 l'an dernier, qu'on a vues en F3 encore l'année d'avant. Arthur Leclerc, il a refait ses petites erreurs, mais c'est frustrant, vraiment. J'aimerais vraiment qu'il performe, mais il y a trop de déchets malheureusement. Et ouais, c'est vraiment dommage. Aussi, ce qui est un peu dommage, Dams a un peu loupé son arrêt au stand. Lors de la course principale, ça lui a fait perdre un peu de temps. Ça l'a peut-être même fait passer devant Richard Verschoor qui avait fait l'undercut. Donc ouais, Leclerc, gros souci de régularité. Il est encore rookie. C'est des bons débuts en tout cas. Le rythme est là, la voiture est là, l'équipe est là. En fait, j'ai envie de dire, Dams, coup de cœur entier, hein. Franchement, j'adore. J'adore cette équipe, de la voir se relever après les saisons très compliquées qu'ils ont eues, notamment avec, vu qu'ils avaient comme leader Roy Nissany, tu m'étonnes qu'ils ont eu des saisons compliquées. Mais voilà, donc Ayumu Iwasa, la force tranquille, meilleur pilote Red Bull Junior dans la hiérarchie, peut-être bientôt en F1 chez AlphaTauri. En tout cas, je pense que c'est une hypothèse qu'on peut vraiment pas exclure en tout cas. Et bah ça va aller un peu vite pour leur nouveau propriétaire est tombé à pic. Oui, en effet, il est tombé parfaitement à pic, c'est vrai. Ensuite, il y a des pilotes qui n'ont pas été flamboyants. Frédéric Vesti, Jack Doohan, Jehan Daruvala. Ça n'a pas été fou, ça n'a pas été incroyable, mais bah c'est le podium de la course principale. Voilà, ça a été solide, ça n'a pas fait d'erreur, ça a été propre. Il n'y a pas grand chose à dire, malheureusement, ça a été efficace. Ça a été efficace et du coup, ça les relance totalement au championnat. Daruvala qui a en plus un double podium qui est assez impressionnant. Mais c'est vrai que sur l'impression générale, bah, Vesti, Doohan, enfin, c'est vraiment pas marquant. Ceux qui ont été marquants, c'est Victor Martins, c'est même Oli Berman, même si voilà, ça s'est mal fini son week-end. Merci pour le follow, Blue Flag. Malheureusement, c'est vraiment pas des performances marquantes. Vesti, Doohan, Daruvala. Après, peut-être que voilà, si Vesti avait doublé Victor Martins sur la piste, il y aurait eu plus de saveur, c'est vrai. Mais là, ça a un peu manqué. D'ailleurs, je reviens à un commentaire. Je sais pas si j'ai répondu sur si je croyais à Vesti, Frédéric Vesti en F1. Non. C'est très franc peut-être comme réponse, mais non, je n'y crois pas. Puisque ça voudrait dire déjà le placer où. Est-ce que Mercedes est prêt à dépenser des millions pour lui acheter un baquet chez qui? Chez Williams? Il n'y a pas vraiment de place en plus vraiment, et est-ce que ça vaut vraiment le coup? Enfin, il a jamais été très impressionnant malheureusement Frédéric Vesti. C'est un très bon pilote, très solide. Voilà. Berman, il faut qu'il règle sa gestion de pneus parce que ça fait 2 fois qu'il coule totalement dans les courses principales. Ouais, c'est le gros souci. Et je pensais pas que ça allait l'embêter à Jeddah. Puisque voilà, Jeddah, normalement, il y a beaucoup moins de dégradation pneumatique, mais on l'a vu faire ce tête à queue quelques dizaines de secondes avant celui de Victor Martins. Mais c'est vrai que du coup, il a l'air quand même en galère avec ses pneus. Après, c'est le deuxième round. Le fait qu'en fait que les rookies soient aussi rapides, ça a peut-être fait oublier que les rookies doivent apprendre beaucoup de choses sur la gestion de course qu'ils n'ont pas forcément vu en Formule 3. Et surtout, Oli Berman, il a sauté la case Formule régionale. Moi, je suis un grand partisan de la Formule régionale, Formule Renault, enfin ce niveau intermédiaire entre la F3 et la F4, qui fait que les pilotes apprennent des choses totalement différentes qu'en F3 et en F4. Ils apprennent beaucoup plus d'intelligence de course, beaucoup plus de comment construire un dépassement et de pas y aller en mode brut de fonderie, en mode dive bomb au premier virage, car malheureusement on a vu ce que ça donnait à Jeddah avec
Théo Pourchaire, malheureusement, un pilote qui a sauté aussi ce championnat. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre pour les rookies, surtout qui ont sauté la Formule régionale, et je pense que Berman va peut-être avoir du mal au début, enfin, il a du mal au début, mais la vitesse est là, la vitesse pure, intrinsèque, elle est là. Maintenant, il est très jeune, et si ça performera tôt ou tard. Hein. Voilà, il a énormément de talent, énormément de vitesse, et je pense qu'il est assez intelligent pour apprendre en un an, 2 ans. Voilà, faut voir au fil de la saison, faut lui laisser du temps, mais voilà, en vitesse pure, Oli Berman est déjà devant Frédéric Vesti, qui connaît cette voiture depuis plus d'1 an. Ouais, il n'y a pas de place en F1 pour un junior Mercedes. Bah, le seul pilote voilà, pour lequel je verrais Mercedes payer une équipe pour libérer un baquet, ce sera Andrea Kimi Antonelli, mais il est encore bien trop jeune. Je pense que Vesti sera facilement dominé par Berman cette année. Bah, une fois que Berman apprend vraiment de la gestion des pneus, pourquoi pas, mais pour l'instant, Vesti en tout cas part avec cet avantage, et du coup il fait bien de capitaliser et de mettre des points, de scorer dès maintenant. Mais oui, ça va être compliqué hein, les places pour les pilotes de F2 actuels. C'est une génération extrêmement prometteuse, mais il n'y a pas beaucoup de places malheureusement. Il n'y a pas beaucoup de places. Les seules places qui peuvent exister, c'est chez AlphaTauri. Il y a peut-être une, peut-être même 2 places, mais je vois mal quand même AlphaTauri changer ses 2 pilotes. Mais en dehors du giron Red Bull, c'est difficile de voir d'autres équipes prendre des rookies. Alors évidemment, il y a Alfa Romeo, Sauber, qui pourrait prendre potentiellement un Pourchaire. En dehors de ça, c'est les pilotes Ferrari Junior. Je sais même pas s'il y aura de la place pour eux en 2024. Hülkenberg est pour l'instant pas très convaincant chez Haas. On verra ce que ça donne. Ça pourrait être le moment pour un pilote junior de Ferrari de faire son entrée en F1, mais la saison est encore longue et je pense que pour Berman, ça peut être encore un peu tôt finalement. Oui, surtout, faut pas arriver trop vite en F1 à Tsunoda, puisqu'on a vu que ça pouvait totalement griller des talents hein, d'arriver trop vite. Donc voilà, laissons à Oli Berman qui n'a que 17 ans, on le rappelle, le temps de se construire. Mais c'est vrai que le potentiel est là, la vitesse est là, mais pour l'instant c'est que un seul petit point, c'est moins que d'autres pilotes qui ont été peut-être moins flamboyants comme Isaac Hadjar, mais Isaac Hadjar, il a l'air en tout cas d'avoir plus compris, d'avoir compris certaines choses en tout cas, et voilà, forcément c'est devant au championnat. D'ailleurs, voilà, on en parle d'ailleurs de ces rookies qui ont déçu, Zen Maloney et Oli Berman. Donc là, du coup, je ne vais pas me répéter, puisqu'en fait, on a déjà parlé d'Oli Berman. Juste pour parler du week-end de Zen Maloney, pas grand chose à dire malheureusement. C'est tout l'inverse de ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a vu à Bahreïn. Il n'était pas là. Et même derrière Enzo Fittipaldi, ce qui était assez étonnant. Zen Maloney avait brillé par la gestion des pneus, entre autres. Et là, du coup, il est 11e. Je crois qu'il est 11e au championnat. Je crois qu'il est derrière Victor Martins. Bon, il n'y a pas péril en la demeure. Hein. Ça arrive visiblement à tous les pilotes d'avoir un round 100. Mais c'est vrai que c'est assez incompréhensible. C'est pas forcément inattendu. C'est un rookie, etc. Tranquille. Mais c'est assez inattendu. J'ai pas vraiment d'explication. Je ne sais pas si lui en a. Mais ça va être intéressant, peut-être que le duel Maloney-Fittipaldi va être plus serré que prévu finalement. Globalement, c'était rapide, parce que malheureusement je me suis peut-être pas étendu aussi longtemps que à Bahreïn, mais peut-être moins de choses à dire, moins de choses heureuses. Moins de choses heureuses à dire hein, pour nos Français. J'ai pas parlé de Clément Novalak, mais de Clément Novalak, début de saison extrêmement compliqué. Alors que les qualifications étaient pas si mauvaises, il faisait partie, il était 11e, il partait 11e, mais pas de points et surtout pas de bataille vraiment pour les points. Il a jamais été vraiment en lutte pour ses points. Clément Novalak, je commence à m'inquiéter un peu. J'avais confiance encore après Bahreïn, là je commence à me dire qu'est-ce qui se passe. C'est vrai que Trident est loin d'être la meilleure équipe, mais même dans le duel interne face à Roman Stanek, je trouve Roman Stanek plus intéressant. Roman Stanek est moins expérimenté, il est rookie, mais il est plus souvent devant, même si Novalak est devant au championnat. Je trouve Roman Stanek plus intéressant, mais en fait, globalement, Trident et les 2 pilotes ne sont pas emballants.
Alors peut-être que la Trident est ultra loin du coup, que les ingénieurs font n'importe quoi, mais c'est vraiment un contraste assez fort avec les essais de pré-saison où Clément Novalak était ultra confiant. Enfin, Anthony Drevet me disait que Clément Novalak visait le top 5 au championnat. Enfin déjà, le top 5 sur une course, ça serait bien, mais le top 5 au championnat, ça me paraît mal embarqué. Après, encore une fois, tout est possible, hein. Si on peut voir, si on peut voir le classement, si on remonte le classement, voilà. Euh, Bah Novala qui peut prendre la tête du championnat dès Melbourne. Tous les pilotes, on peut marquer 39 points dans un week-end de F2, donc en soi tout est ouvert. Hein. Il n'y a pas de, le championnat n'est pas mort pour certains, le championnat n'est pas déjà gagné pour certains. Non, non, tout est assez serré. Voilà, le leader a que 33 points, on peut mettre 39 points dans un week-end. Donc la bataille au championnat est totalement ouverte, hein. Rien n'a été décidé. Et pour Novalak, bah oui, il avait dit qu'il sentait bien un petit top 5 au championnat. Bah, j'aimerais bien, hein, j'aimerais bien, mais ce serait une remontada assez folle en tout cas. Mais ouais, vraiment, si ça reste, au moins Novalak a été meilleur que Stanek ce week-end. Il a vraiment été meilleur que Stanek. Alors après, c'est vrai que j'ai peut-être moins observé Novalak comparativement à Martins, Pourcher et Adjar. Mais sur la course principale, Novalak partait devant, il a fini derrière, et Roman Stanek était même pas si loin des points. Donc je pense que c'est quand même mort pour Benavides, mais ça c'est mon avis. Attention, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Euh, mais par exemple, ça veut dire que tout est possible, même pour tout le monde, même pour toi qui écoute ce live. Si tu montes en F2 là d'ici Melbourne, tu peux prendre la tête du championnat dans 2 semaines. Tout est possible. Mais bon, oui, voilà, évidemment, le championnat va être extrêmement serré. Je pense quand même que les prochains week-ends vont mettre, comment dire, les prochains week-ends vont dessiner petit à petit la hiérarchie quand même. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a pas de pilote qui se détache vraiment, malgré la domination d'ART, malgré les qualifications absolument dingues de Pourcher et de Martins qu'on a eu. Il n'y a pas de pilote qui se détache. C'est dommage pour nos pilotes français qui n'ont pas capitalisé assez, mais rien n'est fait, rien n'est gagné, rien n'est perdu. Donc ouais, voilà, pour Novalak, va falloir se reprendre, hein. D'ailleurs, comment ça se fait que Novalak soit devant... Mais Novalak, en fait, non, c'est un problème de Wikipédia. Novalak, il est derrière Stanek au championnat, hein. Il est derrière au championnat au nombre de 14e place. Donc malheureusement, voilà, Novalak est derrière son coéquipier, à la fois durant les courses, à la fois dans le championnat. Voilà, c'est compliqué. La saison est encore longue après, mais c'est compliqué pour Clément Novalak. Et enfin, j'avais envie de terminer un peu avec les petites choses à suivre. Alors, il n'y a pas de F1, il n'y a pas de F2, il n'y a pas de F3. Tout ça reviendra la semaine d'après à Melbourne, au Grand Prix d'Australie, avec des horaires nocturnes. Hein. Faudra se coucher tard, se lever tôt, selon l'envie de chacun. Mais il y a pas mal de choses à suivre. Déjà, il y a les tests de F4 espagnols actuellement en cours à Spa-Francorchamps, avec notamment Enzo Dellini dans la livrée Red Bull. La première journée s'est bien passée, il a dominé la première séance et voilà, il est globalement dans le rythme, dans le groupe de tête. On sait que ça va jouer devant. On rappelle que c'est quand même le pilote le moins expérimenté, le plus jeune. Il a encore que 14 ans. Il a 14 ans et 11 mois, donc il y a énormément un déficit d'expérience assez important. Par rapport à tous ses coéquipiers, à tous ses rivaux, en fait, ça sera vraiment le moins expérimenté tout court. Donc évidemment Enzo Dellini qui sera à suivre. Je ferai peut-être un tweet à la fin de ces tests pour en parler. Les tests FRECA qui débutent dès demain au Castellet. Donc on aura l'occasion de continuer à voir nos 6 Français, dont notamment Marcus Amand, là, qui est à l'image. Marcus Amand qui a une livrée Sauber, donc comme Théo Pourcher, il est chez RT et vu qu'il est membre de la Sauber Academy, il a une livrée entièrement Sauber et j'adore cette livrée, donc vraiment ça va être vraiment cool de voir le Marcus Amand faire ses débuts en FRECA. On a aussi évidemment tous les pilotes, tous nos autres pilotes de FRECA. Matteo Capieto, deuxième des essais à Barcelone la semaine dernière.
Va falloir voir s'il peut continuer. On sait qu'il aime bien le circuit du Castellet. On a évidemment Sami Mektouni, Victor Bernier qui sont aussi montrés régulièrement devant. Ils sont chez MP Motorsport. On a Owen Tangavelou aussi qui a été intéressant chez Trident. Et on a aussi Alessandro Giusti, rookie comme Marcus Avant, le champion de F4 française en titre, qui est chez G4 Racing, qui est pour l'instant le seul pilote engagé par l'équipe. C'est peut-être pas super bon signe, mais pas super bon signe sur la viabilité sur la santé en tout cas de cette équipe, mais aux essais, il a été très intéressant. C'était peut-être un coup de bluff de la part de G4 de montrer qu'ils étaient performants, de surperformer aux essais. On sait que ça se faisait un peu dans le temps, en F1, en F2, etc. Il y aura aussi jeudi les tests de F4 française sur le circuit Bugatti au Mans. Alors ça, normalement, alors j'ai pas eu de réponse encore, mais normalement j'y serai et on pourra se faire un petit live débrief de ces essais avant le début de saison de la F4 France dans 3 semaines maintenant. Ça sera à Nogaro avec les coupes de Pâques. Et aussi ce week-end, on va essayer de suivre ça un peu d'un œil un peu lointain quand même, mais les championnats d'Europe de karting qui débutent dans les catégories Oka et Oka Junior. Donc c'est des pilotes entre 12 et 16 ans en tout cas. Il y a plusieurs Français engagés, notamment 5 Français engagés dans la catégorie principale avec Jimmy Elias, dont j'avais parlé il y a quelques jours, semaines, maintenant sur Twitter. Il y a aussi Arthur Poulain, Maxence Verbrugge, Jules Caranta et un autre pilote que j'oublie, Malo Boyer. Voilà. Donc il y a pas mal de choses à suivre, surtout Jimmy Elias, c'est un très très bon début de saison. Donc voilà, ce championnat d'Europe de karting, c'est à suivre sur YouTube, il y aura un lien de live timing, etc. Voilà, beaucoup de choses à suivre cette semaine, pas vraiment de course de monoplace, mais beaucoup de choses à suivre quand même. Et donc, eh ben oui, évidemment, hein, évidemment, il y a des représentants belges à suivre, Nitram Nitram, évidemment. Aussi dans le championnat d'Europe de karting, il y en a beaucoup. Je ne me rappelle pas de tous les noms, mais il y en a beaucoup en tout cas. Et si vous n'avez pas d'autres remarques, d'autres questions, que ça soit F2, que ça soit Freka, que ça soit F4, F3, F1 même, au karting, etc., eh bien je pense qu'on va pouvoir se diriger petit à petit vers la fin de ce live. Ouais, rendez-vous dans 2 semaines, rendez-vous un peu avant, j'espère. Je pense qu'on fera un live d'ici là, en tout cas, un live d'ici là, en tout cas peut-être pour la F4 France. Mais sinon pour la F2, on se retrouve, oui, dans 10 jours. Dans 10 jours, en tout cas, ce sera le jeudi soir. D'ailleurs, jeudi soir, je ne serai pas là, peut-être vendredi soir, du coup, pour faire une preview du coup de ce troisième round de F2 et le deuxième round de F3, puisque la F3 reviendra aussi à Melbourne sur le circuit de l'Albert Park. Donc merci beaucoup d'avoir réagi dans le chat, d'avoir été présent. Et d'ici là, moi je vous dis à bientôt sur Twitter ou à jeudi sur Twitch. Salut!